Salut tout le monde, c'est IoWave. Aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo retour d'expérience sur la Surface Go qui fait partie des modèles qui n'ont pas été renouvelés cette année. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, moi ce que je vous propose c'est de faire une petite rétrospective un petit peu sur comment cette marque est née, comprendre un petit peu le contexte, sa philosophie, enfin voilà, faire un petit peu un état des lieux de la gamme Surface. Avec l'arrivée du successeur de Windows 7, à savoir Windows 8, Microsoft a voulu créer par l'intermédiaire notamment de ses partenaires HP, Acer, Asus, etc. un ordinateur qui adopte pleinement le côté hybride de Windows, mettre en place donc de nouveaux usages, notamment sur la partie interaction tactile. Malheureusement, la plupart des partenaires n'ont pas forcément suivi les directives de Microsoft à la lettre. De toute manière, ce n'était juste que des recommandations. Ce qui a eu pour effet d'avoir des feedbacks consommateurs qui n'ont pas vraiment été très encourageants, que ce soit côté grand public comme du côté professionnel. C'est un petit peu comme la Wii U, c'est-à-dire qu'on avait un concept qui avait du potentiel, mais que personne ne comprenait. Voilà. Et Microsoft, un peu irrité face à cette situation, décida de travailler à la résolution de cette problématique-là, ce qui nous ramène donc le 18 juin 2012, peu de temps après la conférence E3 et l'annonce du nouvel iPad. Microsoft invite à la presse ainsi que ses différents partenaires pour une mystérieuse conférence hardware. Surface, c'est le nom qui a été retenu pour désigner la partie hardware côté Windows. Il faut savoir aussi qu'avant Surface, Microsoft concevait essentiellement des accessoires comme des claviers ou des souris par exemple. Surface vient donc se rajouter à un autre gros projet chez Microsoft en termes de hardware, à savoir la Xbox, où il y avait effectivement une réflexion de A à Z en termes de conception produit, du software jusqu'au hardware, en passant bien entendu par les services. Dans la vision de Microsoft, la marque Surface se positionne comme un produit premium, c'est-à-dire que vous avez d'un côté donc la marque Surface qui propose une expérience Windows de bout en bout, pour au final avoir un produit complet qui tire pleinement parti des fonctionnalités de l'écosystème Microsoft, un peu à la manière d'Apple. Et de l'autre, vous avez bien entendu les partenaires tiers, les constructeurs tiers qui s'occupent du marché PC classique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant Surface, il n'y avait pas vraiment de produits avec un degré de différenciation aussi marqué. La philosophie de la gamme Surface, c'est d'avoir donc une connexion entre le software et l'objet, tout en accompagnant son utilisateur dans ses usages, dans son style, dans son flow, etc. Et à part chez Apple, il n'y avait pas vraiment d'équivalence dans l'écosystème PC avant. La conférence leva le voile sur les deux premiers modèles de Surface, un modèle d'entrée de gamme 10 pouces, donc la Surface première du nom, qui avait la particularité d'être sur une architecture ARM d'NVIDIA, Tegra, avec 2 Go de RAM fonctionnant sous le temps décrié Windows RT, et la seconde variante, la Surface Pro, qui fonctionnait sur une architecture classique avec un processeur i5, 4 Go de RAM, fonctionnant sous Windows 8 Pro. Microsoft a introduit son concept de tablette centré sur la productivité de par sa versatilité au niveau des usages en situation de mobilité, avec un axe très fort notamment sur le côté modulaire, que ce soit sur le produit en lui-même, les accessoires comme le clavier détachable pouvant faire aussi office de protection pour l'écran, le stylet pour la prise de notes manuscrite ou le dessin, en passant bien entendu par les usages des applications Windows, et tout cela accessible sur un terminal au format tablette. D'ailleurs, petite anecdote, la plupart des constructeurs, des partenaires Microsoft, Dell, HP, etc. l'ont eu un petit peu mauvaise étant donné qu'ils n'ont pas vraiment été mis dans la confidence. Ils ont été mis au courant en même temps que le grand public. Au final, la gamme Surface s'adresse à un public un peu plus exigeant sur le détail, que ce soit au niveau du design, la forme, les matériaux utilisés,
et dont l'expérience utilisateur a été pensée au début de la conception produit. Et quand on parle de ça aux consommateurs, la première réponse qui leur vient en tête, c'est Apple. Et c'est cette partie de la population que Microsoft adresse avec cette gamme de produits. La gamme Surface Pro a évolué d'année en année, s'est améliorée au fil du temps. 2015 a en tout cas été un tournant pour la marque Surface, puisque c'est cette année que la firme de Redmond a décidé de créer de la diversité au sein de la marque Surface, avec l'arrivée de la Surface Book, qui est le premier device de la gamme à proposer des ressources GPU dédiées, propulsées par Nvidia. La conception de ce produit est plutôt intéressante, notamment en termes de dissipation thermique, puisque la carte Nvidia se situe dans le clavier, qui est détachable, et tout le reste se situe dans l'écran. 2017, introduction du PC fixe tout en un, le Surface Studio, équipé d'un écran tactile de 28 pouces, inclinable, avec ce qu'ils appellent le système de gravité zéro, et dont les configurations pouvaient aller jusqu'à 1 Tera de stockage, 32 Go de RAM avec une 980M. Cette même année, Microsoft avait organisé une conférence centrée sur les sujets de l'éducation, et c'est aussi lors de cette conférence qu'ils ont introduit le Surface Laptop ainsi que le mode S de Windows 10. La Surface Laptop, comme son nom l'indique, il s'agit d'un simple laptop qui reprend les principaux traits de la marque, à savoir fin, élégant, optimisé au niveau des performances pour le public visé, à savoir les étudiants et les enseignants. 2018, renouvellement des produits existants avec l'ajout d'une petite dernière, donc la Surface Go, qui sera donc le sujet de cette vidéo. Et 2019-2020, actualisation technique de certains produits, ainsi que l'introduction d'un nouveau form factor avec les Surface Neo et Duo. Pour résumer, la gamme Surface dispose d'une base commune, mais dont chaque produit répond à un public en particulier, ou en tout cas à une catégorie d'usage. Si vos centres d'intérêt ou professionnels sont centrés sur la création, vous avez la Surface Studio ou encore la Surface Book pour la partie mobilité. Si vous cherchez un outil informatique pouvant vous apporter un plus en termes de productivité et de mobilité, éventuellement consommer du contenu divertissement en situation de mobilité, vous avez la Surface Pro. Et pour les étudiants, vous avez la Surface Laptop qui vous permet d'avoir une puissance dimensionnée pour être polyvalent ou pour débuter dans l'informatique. Et bien entendu, la petite dernière, la Surface Go dont il sera question dans cette vidéo. Maintenant. Alors la Surface Go est sortie peu de temps avant la rentrée. Au niveau de la philosophie produit, elle se positionne comme un terminal d'appoint qui n'a pas forcément pour but premier de remplacer votre outil habituel. On est donc sur un terminal de 10 pouces qui vous permet de faire un peu de productivité, mais aussi de profiter de différents types de contenus de divertissement, que ce soit de la SVOD, de la musique, un petit peu de jeu, même si ça reste, il faut que ça reste quand même léger. Et de manière générale, la Surface Go, c'est un produit centré sur les usages en situation de mobilité, notamment de par son côté compact, puisqu'elle se range facilement dans un sac à main par exemple. Alors ce produit est décliné en deux versions, donc une version 4 Go de RAM avec 64 Go de stockage en eMMC, une version 8 Go de RAM et 128 Go SSD avec comme point commun, comme socle commun, un processeur Pentium Gold de chez Intel. Petite particularité concernant l'OS, ces deux modèles fonctionnent sous Windows 10 en mode S. Pour ajouter un peu de contexte, le mode S a été dévoilé donc en mai 2017 avec l'arrivée de la Surface Laptop. Dans la philosophie de Microsoft, en fait, il s'agit d'une version ciblant le secteur de l'éducation de manière générale, c'est-à-dire d'un certain point de vue, ce public n'est pas forcément sensibilisé aux risques d'Internet et aux différentes méthodologies pour être dans un environnement sécurisé. Et le mode S permet justement à ces personnes-là, n'ayant pas forcément de base en informatique, d'expérimenter dans un cadre qui est justement prévu pour, ce qui implique fondamentalement quelques contraintes, notamment par exemple l'impossibilité d'installer des applications en dehors du store Microsoft. Sachez aussi que l'édition famille en mode S, qui est inclus dans les Surface Go, une fonction qui était jusqu'à présent réservée aux versions Pro de Windows, à savoir le chiffrement de votre terminal avec BitLocker, ce qui veut dire que si jamais on vous vole votre Surface, la personne mal intentionnée n'aura pas accès au contenu de votre appareil. En gros, pour résumer, vous disposez d'un OS sécurisé et d'un OS beaucoup plus réactif du fait que les modules nécessaires au fonctionnement des applications classiques sont désactivés. Donc vous avez un gain en termes de réactivité et en termes aussi de consommation de ressources. Sachez que dans tous les cas, si ce mode ne vous convient pas, ça peut arriver, vous avez toujours la possibilité de le désactiver
à partir du store Microsoft. Petit aparté pour les professionnels concernant vos applications métiers qui ne sont pas au format Universal Windows App, donc les applications Windows Store, vous avez plusieurs solutions. Soit vous pouvez utiliser donc Hyper-V qui est inclus dans les versions Pro, soit vous pouvez utiliser donc ce qu'ils appellent Desktop Bridge chez Microsoft, qui vous permet en fait de créer un package conforme à votre application et qui permet dans la finalité d'exécuter une application Win32 dans un package UWP. Voilà, donc pour en revenir à nos moutons, donc moi j'ai opté pour le modèle 128 Go avec 8 Go de RAM. C'est un modèle d'ailleurs que je vous recommande parce que 128 Go, je trouve que c'est un peu juste pour un usage avec Windows. Le second problème du modèle 64 Go, c'est qu'il repose sur la technologie de stockage eMMC, qui est une mémoire de stockage assez lente en lecture et en écriture, et c'est quelque chose que vous allez vraiment ressentir si vous sortez du mode S. Donc, au-delà des specs, si on reste sur un axe de superficialité maximale, qu'est-ce que l'on a? On a donc le bouton Power et le bouton Volume sur le dessus de l'appareil. Sur les côtés, on a les connectiques, donc USB-C, Surface Connect et port mini jack, port jack 3.5 si vous préférez. En dessous, on a la connectique aimantée pour le clavier, et sur le côté gauche, vous avez la partie aimantée pour le stylet. Et à l'arrière, vous avez donc un port micro SD, vous permettant de rajouter du stockage additionnel. Au niveau de la partie captation, à l'arrière, vous trouverez une caméra de 8 mégapixels qui se débrouille plutôt bien dans la captation 1080p 30 fps en plein jour. Pareil pour ce qui est du dispositif Windows Hello, disposant aussi d'une caméra 5 mégapixels, dont la captation se fait aussi en 1080p. Et là où j'ai été surpris, c'est que j'ai déjà vu des constructeurs proposant des laptops au-dessus des 1000 € avec des webcams avec des performances mais vraiment médiocres, voilà, pour rester poli. Et quand je vois ce que peut faire en fait la Surface Go, je me dis que les autres constructeurs n'ont plus d'excuses en fait. Au niveau de l'écran, on est sur du 10 pouces, donc 10 pouces. Petite remarque concernant les bordures, au premier abord, on pourrait penser en fait qu'elles sont un peu épaisses, dans le sens où on entend plus vers du borderless, mais après réflexion, franchement, je trouve ça intéressant qu'ils les aient laissés, ne serait-ce qu'au niveau de la prise en main, puisque la prise en main d'une tablette n'est pas forcément la même que pour un smartphone. En ce qui concerne la qualité de l'image, on est sur quelque chose de plutôt bon, on est sur du 1800 par 1200 avec un équilibrage des couleurs qui est plutôt bon, et un contraste de 2150 pour 1, ce qui représente un très bon ratio, je pense, pour du LCD en tout cas, pour profiter de vos différents contenus numériques. Alors justement, le but du jeu au niveau du contenu, c'était d'essayer d'arriver à faire un maximum tout en restant dans le mode S. Donc au niveau des applications du store, vous retrouverez bien entendu les applications à succès. Pour la vidéo, vous avez Netflix, VLC, Tubecast, qui est une sorte d'alternative à YouTube. En tout cas, c'est une application tierce qui propose toutes les fonctionnalités de l'application officielle que vous pouvez trouver sur Android, et qui a la petite particularité d'intégrer gratuitement les fonctionnalités premium, comme par exemple la mise en cache des vidéos pour pouvoir la lire plus tard hors ligne. Côté musique, vous retrouvez les principaux services, Amazon Music, Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes. Au niveau de la communication, Skype, Messenger, WhatsApp, Telegram, Slack. Et pour la partie sociale, donc les principaux, donc Facebook, Instagram, Twitter et TikTok. Voilà pour la petite liste non exhaustive. Je vous invite après à regarder un petit peu ce qu'il y a sur le Microsoft Store par rapport à vos usages, bien entendu. Et pour le reste, je vous invite à, si l'application est disponible au format web, à créer une application à partir de Edge. En gros, pour résumer, soit sur le Microsoft Store, vous avez l'application officielle, soit vous avez une application tierce qui utilise des services de l'application officielle, soit vous avez la possibilité de créer une application avec Microsoft Edge si votre service est disponible au format web. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait sur l'application Discord qui n'était pas présente sur le store Microsoft, donc j'ai créé une application à partir du navigateur Edge et ça fonctionne plutôt bien. Cela fait 2 ans que j'ai cette tablette, ce qui, je pense en tout cas, me permet d'avoir un certain recul par rapport aux usages qu'il est possible de faire dessus. L'une des choses que j'ai vu revenir le plus souvent, notamment dans les tests que j'ai pu lire, c'est le fait que le Surface Cover n'est pas fourni de base alors qu'il est indispensable. Alors, tout d'abord, je tiens à nuancer la nécessité du clavier, c'est-à-dire que si vous avez une approche Windows classique, effectivement centrée sur la productivité, l'usage du clavier apparaîtra comme une évidence.
En revanche, pour une approche orientée tablette d'appoint, pour regarder vite fait du Netflix, ce genre de choses, naviguer sur internet, je pense que le clavier virtuel fonctionnera très bien. Vous retrouverez différentes fonctionnalités que vous trouvez habituellement dans la plupart des claviers virtuels, à savoir tout ce qui est workflow par exemple pour le fait d'écrire en glissant sur les lettres, la prédiction des mots, le bouton lié pour la reconnaissance vocale. Après, je conçois très bien que Windows ne soit pas forcément l'OS réputé pour l'intégration des fonctionnalités tactiles. Après, Microsoft travaille sur une version de Windows justement qui puisse corriger le tir, qui s'appelle Windows 10 X, mais ça sera pas pour tout de suite. Et en plus, je sais même pas de quelle manière ça va être déployé. Et surtout, au-delà de ça, pour moi, l'achat d'un clavier, c'est déjà une question de budget, puisque c'est quand même assez élevé, hein. On est sur 90 €, je crois, au minimum pour le clavier, et on peut monter jusqu'à 130, je crois, avec les versions signature. Et ensuite, de ça en découle l'usage. Moi, je pars du principe qui est le suivant, c'est-à-dire que du moment que l'on propose des inputs pour le clavier et la souris, peu importe l'OS, que ça soit Android, iPad, iPadOS, voilà, du moment que l'on propose du clavier souris, moi j'ai cette grosse sensation que le tactile va passer au second plan. Et je suppose que c'est ce qui va se passer du côté de chez Apple avec l'iPad maintenant qui commence à intégrer petit à petit nativement le clavier souris. Je dis ça dans le sens où, par exemple, pour une navigation web, je trouve ça plus simple de naviguer avec le clavier souris, ne serait-ce que pour cliquer sur les liens, surligner, etc. Je trouve ça beaucoup plus facile de faire ça à la souris, par exemple, que faire ça au tactile, où je trouve que c'est, je dirais, plus laborieux en tout cas de faire les choses avec précision. C'est pour ça que quelque part j'ai l'impression que si tu donnes à l'utilisateur la possibilité d'être plus rapide et plus efficace parce qu'il a l'habitude au boulot ou chez lui d'être au clavier souris, du coup je pense que c'est un peu ce qui va se passer chez Apple, c'est-à-dire que le côté tactile de l'iPad, alors à moins qu'il y ait une feature qui vraiment révolutionne en termes d'interaction tactile les usages, je vois pas comment ça pourrait être autrement. Enfin, je parle surtout essentiellement pour l'iPad Pro. Ce qui fait que du coup, on a d'un côté Microsoft qui travaille sur la partie usage en situation de mobilité sur son Windows, avec notamment Windows 10 X pour la partie tactile et aussi les terminaux disposant de plusieurs écrans. Et de l'autre côté, on a Apple qui essaye de s'implanter du coup sur la partie productivité. Alors concernant les périphériques liés à la productivité, donc nous avons tout d'abord le clavier. J'ai eu l'occasion de récupérer un clavier Alcantara avec le stylet de la même couleur, un bleu cobalt. Alors mon premier a priori, notamment concernant le clavier, c'était l'ergonomie vis-à-vis de sa taille. J'avais un petit peu peur d'avoir une sorte de période d'adaptation au niveau du placement des doigts, vu que la plupart du temps je rédige essentiellement des documents sans regarder le clavier. Au final, j'étais assez surpris. La transition entre un clavier dit classique et le Surface Cover de Lago se fait plutôt naturellement au niveau du positionnement des doigts. C'est plutôt cool. L'Alcantara rajoute peut-être un petit plus au niveau du confort, puisque vos mains, en tout cas mes paumes de mes mains étaient posées dessus. Après, la différence entre un clavier standard et la version signature est vraiment minime, pour avoir eu l'occasion de tester les deux. Au-delà de ça, la course des touches est plutôt agréable, en tout cas je trouve qu'elle est bien équilibrée, ni trop longue ni trop courte. Ce qui a pour effet, en tout cas c'est la sensation que j'ai eue, de rédiger plus efficacement et plus rapidement du contenu, du texte, par exemple, que ce soit des mails ou encore, je sais pas moi, des documents qui me servent pour travailler mes vidéos ou autre. Et le trackpad est plutôt agréable à utiliser. Après, moi, de manière générale, je suis pas quelqu'un de très trackpad. En général, j'aurais plus tendance à utiliser une souris Bluetooth en complément. De manière plus générale, on a un Surface Cover qui est plutôt bien fini, c'est vraiment dans la continuité de ce qu'on avait avec la Surface Pro. Après, là où je me pose toujours un peu de questions, c'est surtout au niveau de l'Alcantara par rapport aux aléas de la vie, étant donné que c'est une matière qui peut tacher et qui absorbe un peu tout ce qui est humidité. Moi, j'ai pas eu de soucis, contrairement à peut-être à certaines vidéos que j'ai pu voir sur internet où on voyait effectivement il y avait des taches dessus, mais ce que recommande Microsoft, c'est de nettoyer avec un chiffon humide. Voilà, pas plus d'informations. Alors bien entendu, vous ne mettez pas la machine à laver, ça
ça va de soi. Mais voilà, après, donc, au niveau des features du clavier, vous avez 4 positions pour le clavier. Vous avez la position à plat qui vous permet d'être un peu plus discret au niveau du bruit de frappe. Vous avez une autre position pour avoir un peu plus d'adhérence au niveau du clavier. Et la 4e position qui a la petite particularité de désactiver le clavier et qui permet soit de mieux faire tenir votre surface sur vos jambes ou encore de pouvoir utiliser votre surface en situation de mobilité sans pour autant détacher le clavier. Pour ce qui est des fonctionnalités annexes, vous avez bien entendu le rétroéclairage et on finit le tour des accessoires avec le stylet. Alors c'est un peu comme le clavier, hein, ça dépend vraiment de vos usages. Si vous êtes dans la création, que ce soit artistique comme le dessin ou scientifique, où le stylet peut rajouter un certain confort dans la rédaction d'équations par exemple. Après, si vous avez un usage bureautique un peu plus léger, je suis pas sûr que ce soit forcément quelque chose d'indispensable. Alors pour ma part, comme j'aime bien expérimenter, je me suis quand même pris le stylet bleu cobalt, même si je suis pas sûr d'être l'utilisateur en tout cas qui utilisera pleinement son potentiel. Du fait que je me suis dit ça sera peut-être l'occasion peut-être d'apprendre à dessiner ou ce genre de choses. Enfin, voilà, je ferme la porte à rien, je suis beaucoup sur l'ouverture. Donc on se retrouve sur un produit qui est visuellement agréable à regarder et au niveau de la prise en main, il y a un très bon équilibre au niveau du poids et la manière dont c'est réparti. Du coup, la prise en main elle se fait assez naturellement. Il n'y a rien de vraiment gênant au niveau des fonctionnalités. Vous avez bien entendu donc la mine que vous pouvez changer et vous avez 2 boutons dont les fonctionnalités changent en fonction du contexte de l'application. Par exemple, dans un logiciel de dessin, le bouton du haut fera office de gomme. Pour PowerPoint, le même bouton servira à changer de slide et le bouton sur le côté permet d'afficher de nouveaux éléments contextuels. Globalement, j'ai pas grand chose à dire, on garde quand même la même expérience que l'on peut retrouver sur d'autres produits de la gamme Surface. De toute façon, les produits ou les accessoires Surface sont vraiment bien pensés, que ce soit en termes d'usage ou en termes d'ergonomie. Après, je parlais d'expérience utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec une Surface Go, par exemple, avec le mode S désactivé? Je l'ai testé, le mode S désactivé, puis après je l'ai réactivé parce que je me suis aperçu que ça ne me servait pas tant que ça. Le souci, c'est que si vous désactivez le mode S, je pense que dans 80% des cas, vous allez reprendre vos réflexes que vous avez sur votre terminal principal. Sauf que le souci, c'est qu'en termes de charge de travail, la Surface Go, elle n'est pas vraiment conçue pour. Enfin, c'est pas l'usage premier qui a été réfléchi lors de la conception du produit. Donc, vous risquez d'avoir peut-être une expérience un petit peu dégradée sur vos logiciels habituels. Alors, je pense que le meilleur exemple, c'est Google Chrome, qui fait partie des navigateurs plutôt gourmands en ressources. Pour ce qui est des usages qui sortent un petit peu des sentiers battus, j'ai pu faire quelques petites choses, comme par exemple de la virtualisation. Alors j'ai réussi à faire tourner 3 VM sur Hyper-V. J'ai pu aussi jouer à 2-3 jeux, mais alors il fallait vraiment que je mette les configs au minimum. J'ai testé. Il est possible de faire tourner des jeux, mais il faut mettre tout au minimum, résolution inclus, pas au-dessus de 720p en tout cas. C'est pas prévu pour, et de toute façon après la batterie elle va fondre à vue d'œil quoi. Sachant qu'en plus c'est un refroidissement passif, il n'y a pas d'aération pour évacuer la chaleur et à mon avis les performances vont drastiquement diminuer quand le processeur, le CPU aura atteint sa température maximale. Sachant que déjà sur des jeux 3D on est sur une moyenne de 25 fps voire un petit peu en dessous. À la limite ce que vous pouvez faire c'est plutôt favoriser les jeux indépendants ou les jeux en 2D de manière générale. Sinon, moi, je vous conseillerais plutôt, si vous voulez rester en tout cas dans la gamme Surface, de vous tourner au moins vers une Surface Pro qui, là, proposera des performances un peu plus polyvalentes. Pour résumer, la Surface Go porte plutôt bien son nom, puisque c'est un produit qui a été pensé pour des usages en mobilité, que ce soit par rapport à sa taille ou à son poids. C'est vraiment un produit qui se range facilement dans un sac de cours, entre deux bouquins, utilisable rapidement en situation de mobilité. À ce niveau-là, elle remplit bien son rôle. Mais comme je vous ai dit, c'est un produit d'appoint. Alors éventuellement, si vous avez un usage plutôt léger de la productivité, vous pouvez vous en servir comme outil principal. À ce moment-là, vous prenez aussi peut-être un dock en USB-C ou le Surface Dock qui vous permettra en tout cas de doubler votre connectivité, avoir des ports USB ou encore des sorties pour brancher un écran peut-être un peu plus grand. C'est peut-être beaucoup plus agréable de travailler en tout cas avec un écran de plus grande dimension, surtout si vous restez longtemps devant l'écran. Et éventuellement de laisser le mode à s'activer dans la mesure du possible, bien entendu, qui vous permettra d'avoir
un PC où la sécurité est quand même, je dirais pas en béton armé parce que de toute façon rien n'est infaillible, mais en tout cas la personne mal intentionnée aura beaucoup de mal à compromettre vos données, que ce soit en termes de confidentialité, d'intégrité, etc. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Laissez un pouce bleu et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous intéresse. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.